Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. L'attente est presque interminable. En Afrique du Sud, des centaines de professionnels de la santé font la queue dans l'espoir d'obtenir un vaccin contre le Covid-19. Même s'ils n'ont pas obtenu un rendez-vous dans le cadre de la campagne de vaccination Sisonké, ces derniers affluent vers les hôpitaux, comme devant le Netcare Mill Park Hospital de Johannesburg. C'est le chaos, explique ce médecin qui est dans la longue file d'attente. C'est un cauchemar de circuler ici. J'ai entendu ce matin que le personnel avait aussi du mal à entrer. Comme vous pouvez voir derrière vous, c'est comme ça depuis hier. Il y a des files d'attente partout, des gens qui se garent à l'extérieur, à l'intérieur, qui essayent d'entrer et de participer à la campagne Sisonké et d'obtenir le vaccin. L'espoir est qu'il y ait assez de vaccins pour tous ceux qui veulent vraiment se faire vacciner, en tenant compte également de ce qui s'était produit la veille. Les gens avaient des coupons, des rendez-vous confirmés, mais une fois arrivés, ils ont dû attendre toute la journée avant de repartir sans avoir été vaccinés. La police sud-africaine a été obligée de congédier des dizaines de personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour participer à la campagne de vaccination. Après avoir passé en priorité ces travailleurs de la santé, l'Afrique du Sud devrait ouvrir sa campagne de vaccination aux plus de 60 ans ce lundi. Jacob Zuma, englué dans de multiples scandales et accusations de corruption, mais qui défie la justice depuis des mois, est arrivé ce lundi au tribunal, encadré par des membres de sa famille, dont son fils Duduzane Zuma. Devant le tribunal, plusieurs dizaines de militants du Congrès national africain ANC entonnaient inlassablement depuis tôt le matin des slogans en faveur du leader charismatique. Des membres de sa garde rapprochée au sein de l'ANC, le parti au pouvoir, étaient également présents. Zuma, âgé de 79 ans, doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, de corruption et raquettes liées à l'achat en 1999 de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes alors qu'il était vice-président. Il est accusé d'avoir empoché plus de 4 millions de rounds, soit 235 000 € au taux actuel, de Thales, qui était l'une des entreprises attributaires du juteux contrat d'une valeur globale d'environ 2,8 milliards d'euros. Le géant français de la défense est également poursuivi pour corruption et blanchiment. Zuma, comme Thales, ont toujours nié ces accusations. Ce procès a déjà été plusieurs fois reporté, l'ex-président multipliant les recours. Mais lâché par ses avocats il y a quelques semaines, l'ancien président pourrait cette fois encore demander un report, le temps de réorganiser sa défense. Au pouvoir entre 2009 et 2018, Jacob Zuma avait été contraint à la démission après une série de scandales. Son successeur, Cyril Ramaphosa, a promis d'éradiquer la corruption dans le pays arc-en-ciel. La Russie a livré, à titre gratuit, la 3e cargaison des armes légères à la République centrafricaine. Ce sont des armes légères, c'est-à-dire armes automatiques, mitrailleuses, fusils de précision, pistolets lance-roquettes, grenades et munitions, dont 5000 fusils d'assaut AK-47, a annoncé Vladimir Titerenko, l'ambassadeur de Russie en Centrafrique, dans un communiqué. Il a expliqué que l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU n'était pas nécessaire pour effectuer un transfert d'armes légères, il ne fallait que le notifier. L'embargo sur les armes a été imposé en 2013 après qu'une coalition de groupes armés a renversé le régime du président François Bozizé et plongé le pays dans la guerre civile. La Russie, qui mène depuis 2018 une offensive diplomatique dans cette ancienne colonie française, a obtenu du Conseil de sécurité des Nations Unies un assouplissement de l'embargo en octobre après un premier allègement en 2019 qui permettait la fourniture d'armes de calibre inférieur à 14,5 mm. En octobre, la Russie avait livré à l'armée centrafricaine une dizaine de blindés.
En décembre, une coalition de groupes armés a tenté de perturber l'élection présidentielle et renverser le régime du président Faustin-Archange Touadéra, mais elle s'est heurtée aux 12 000 casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique, ainsi qu'à plusieurs centaines de paramilitaires russes et de soldats rwandais venus au secours d'une armée centrafricaine démunie. Touadéra a été réélu. Depuis 2018, des instructeurs militaires russes entraînent des forces armées centrafricaines et assurent la garde rapprochée du président. Selon les Nations Unies et les autorités locales, 11 000 personnes, soit 1 624 ménages, ont trouvé refuge entre le 14 et le 15 mai 2021 dans la ville de Tillabéri, capitale régionale dans la localité de Namarigougou et la commune rurale de Sarkoira, selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, à Niamey, transmis à l'AFP. Les déplacements se poursuivent et des déplacés se dirigent même vers Niamey, mais leur nombre n'est pas encore déterminé, s'alarme OCHA. Un responsable municipal de la zone de Lanzourou, ciblé par les exactions djihadistes, a confirmé à l'AFP que plus de 10 000 villageois ont déjà fui la zone en 2 jours et a alerté que plusieurs autres villages sont en train de se vider. Des élus locaux et des habitants avaient déjà signalé samedi à l'AFP cet exode. Selon l'agence onusienne, les habitants déplacés viennent des villages de Zibanekoira Zeno, Zibanekoira Tegui, Kofuno et de Gadabo, tous situés dans l'Anzourou, une zone composée de 24 villages qui fait partie de l'immense et instable région de Tillabéri, 100 000 km². En mai, 20 personnes ont été massacrées dans ces villages après une précédente tuerie de 13 personnes en mars. La région de Tillabéri, située dans la zone dite des 3 frontières entre Niger, Mali et Burkina Faso, est régulièrement frappée par les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Ce déplacement massif de population a été déclenché par les attaques récurrentes contre les civils selon OCHA, citant assassinats, viols, extorsion de biens et vol de bétail perpétrés par les éléments présumés de groupes armés non étatiques opérant le long de la frontière avec le Mali. La Russie a livré à titre gratuit la 3e cargaison des armes légères à la République centrafricaine. Ce sont des armes légères, c'est-à-dire armes automatiques, mitrailleuses, fusils de précision, pistolets lance-roquettes, grenades et munitions, dont 5000 fusils d'assaut AK-47, a annoncé Vladimir Titerenko, l'ambassadeur de Russie en Centrafrique, dans un communiqué. Il a expliqué que l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU n'était pas nécessaire pour effectuer un transfert d'armes légères, il ne fallait que le notifier. L'embargo sur les armes a été imposé en 2013 après qu'une coalition de groupes armés a renversé le régime du président François Bozizé et plongé le pays dans la guerre civile. La Russie, qui mène depuis 2018 une offensive diplomatique dans cette ancienne colonie française, a obtenu du Conseil de sécurité des Nations Unies un assouplissement de l'embargo en octobre après un premier allègement en 2019 qui permettait la fourniture d'armes de calibre inférieur à 14,5 mm. En octobre, la Russie avait livré à l'armée centrafricaine une dizaine de blindés. En décembre, une coalition de groupes armés a tenté de perturber l'élection présidentielle et renverser le régime du président Faustin-Archange Touadéra, mais elle s'est heurtée aux 12 000 casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique, ainsi qu'à plusieurs centaines de paramilitaires russes et de soldats rwandais venus au secours d'une armée centrafricaine démunie. Touadéra a été réélu. Depuis 2018, des instructeurs militaires russes entraînent des forces armées centrafricaines et assurent la garde rapprochée du président. Le secrétaire national de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale a décidé de mettre le camarade Honoré Saï en réserve du parti, conformément aux dispositions statutaires réglementaires de l'UPADS, indique le communiqué de cette formation. L'intéressé en a pris acte, écrit le même texte, rendu public au thème d'une réunion d'urgence du parti, présidée par son secrétaire national,
Pascal Mabiala. Jusque-là, président du groupement parlementaire de l'UPADS à l'Assemblée nationale, Saï a été nommé ministre de l'énergie et de l'hydraulique dans le nouveau gouvernement nommé samedi du Premier ministre Anatole Collinet Makosso. Pour faire bien au profit de la République et au profit du parti, il faut que je prenne congé de mon parti politique afin de mieux servir la République, a commenté Saï peu après sa suspension. Il faut que j'ai des coups de franche, des mains libres parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, a-t-il justifié. Jérémy Lissouba, fils de Pascal Lissouba, le défunt fondateur de l'UPADS, a été désigné pour le remplacer à la tête du groupe parlementaire de l'UPADS à la Chambre basse du Parlement. La commune de Tinakov a été à nouveau ciblée par des individus armés non identifiés qui ont attaqué mardi nuit le village d'Adjarara. Le bilan provisoire fait état d'une quinzaine de morts, parmi lesquels les populations qui célébraient un baptême, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire. Un autre hameau a également été incendié par les assaillants, a poursuivi cette source, précisant que des soldats sont déployés dans la zone pour porter assistance aux populations et mener des opérations de ratissage. Une autre source sécuritaire a confirmé l'attaque sans préciser de bilan. Elle a rapporté une autre attaque contre un convoi militaire dans la région de l'Est. Ce mercredi matin, un véhicule du détachement militaire de Matiakwali a sauté sur un engin explosif, faisant un mort et quelques blessés, a déclaré cette source. Les engins explosifs improvisés sont une arme de prédilection des djihadistes contre les forces de défense et de sécurité, mais tuent aussi de nombreux civils. L'attaque dans la commune de Tinakov survient 5 jours après 2 autres dans la même zone. Le 14 mai, 3 personnes avaient été tuées dans le village de Wassakore. Dans la nuit du 8 au 9 mai, une précédente attaque avait fait 3 morts. Le 12 mai, l'armée burkinabé avait annoncé avoir démantelé une base terroriste dans la zone de Tinakov. Par ailleurs, 9 personnes, dont 3 supplétifs civils, enrôlés dans la lutte anti-djihadiste, ont été tuées dimanche lors d'une attaque dans la commune de Pisila, dans le nord du pays. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes djihadistes, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda et le groupe État islamique au Grand Sahara. Ces attaques ont fait quelques 1300 morts et contraint 1 million de personnes à fuir leur foyer.